François Corbiot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc journaliste pour Médor cette fois-ci. Vous avez plongé dans les coulisses des négociations entre Audi et les différents niveaux de pouvoir. Alors on s'en rend compte très vite en lisant votre article. L'usine Audi, c'est une très belle vitrine pour Bruxelles et pour l'État fédéral et il faut tout faire pour la garder. Oui, c'est en tout cas ce qui s'est passé au niveau des négociations. Donc ici, dans l'article, on a essayé de refaire un peu la séquence autour des événements entre 2015 et 2018, jusqu'en septembre 2018, au moment où on a le lancement du modèle. On sent bien qu'effectivement, à l'époque, la région bruxelloise a tout fait pour essayer de sauver l'usine, puisqu'à l'époque, en tout cas, on ne savait pas trop quel allait être l'avenir au niveau de l'usine. On avait des rumeurs comme quoi la production de l'Audi allait s'arrêter, ce qui s'est avéré vrai par la suite. Et la question était de savoir à ce moment-là quelle suite on pouvait donner auprès d'Audi. Parce qu'on va préciser pour nos téléspectateurs, une fois qu'il y a un modèle à produire, il y a une concurrence entre usines du même groupe. Et donc il y a 110 usines dans le groupe Audi VW. Et donc il y a vraiment, on est en compétition avec d'autres pays. En tout cas, c'est ce qui s'est passé ici. Très clairement, l'usine de Forêt était en compétition directe avec deux autres usines. Une usine en Espagne, l'usine de Martorell, et une usine en Hongrie. Et donc, c'est toujours un peu le même scénario qui se répète. On a des rumeurs comme quoi on va arrêter de produire l'Audi A1. On ne sait pas ce qui va se passer après. Ou en tout cas, il y a des discussions qui se font en coulisses, mais on a assez peu d'infos. Et à ce moment-là, la direction d'Audi se retourne vers les pouvoirs publics, dont les pouvoirs bruxellois, en disant l'usine est en concurrence directe avec l'Espagne et avec la Hongrie. Donc aidez-nous, donnez-nous des arguments qu'on va pouvoir faire valoir auprès de la maison mère afin de pouvoir donner une offre qui soit la plus intéressante possible et tenter de remporter le marché. Alors la question c'est, est-ce qu'on a donné trop d'argent à Audi Brussels? Et là il y a une conclusion de l'économiste Étienne de Calataille que vous citez dans votre article et il dit si Audi est resté, c'est qu'on a mis trop d'argent sur la table, sinon l'entreprise serait allée voir ailleurs. Alors trop d'argent je ne sais pas, en tout cas on a donné beaucoup d'argent à Audi et Étienne de Calataille disait ça, je remets un tout petit peu le contexte, c'était plutôt pour dire que très certainement ils ont vu ce qu'ils pouvaient gagner du côté de l'Espagne, du côté de la Hongrie et c'est sans doute du côté de Bruxelles qu'on a mis le plus d'argent sur la table, bien qu'il y avait d'autres arguments aussi au niveau de l'usine et ce qui fait, c'est qui donne le résultat final, à savoir que c'est Bruxelles qui a remporté le marché et qui a pu lancer le premier modèle électrique de la Alors marque. donc il y a différents types d'aides, il y a une réduction des charges fiscales sur le travail en équipe, réduction de l'impôt sur les sociétés pour encourager des investissements, ça c'est au niveau fédéral et puis il y a aussi pour les régions toute une série d'aides à la formation qui sont données à Audi Brussels. Oui c'est ça, donc les régions ont essentiellement mis en avant de l'aide en matière de formation des travailleurs, donc il faut bien se rendre compte de tout ce qui se passe, il y a un vrai changement au niveau technologique, au niveau de l'usine, on passe dans une autre technologie, donc l'électrique, et il faut former les travailleurs, et donc c'est à ce niveau-là que les régions ont mis pas mal d'argent sur la table pour faciliter tout ça, avec une chose assez étonnante ici, ce dont on se rend compte, c'est que les trois régions sont montées dans l'aventure, les trois en même temps, donc Flandre, Bruxelles et la Wallonie, et ont mis une sorte de package sur la table qui équivalait à peu près 27,5 millions d'euros. Oui, et vous faites le total en tout, pour le fédéral et pour les régions, vous parlez de 148 millions d'euros d'avantages du gouvernement fédéral et des régions. Attention que c'est sur la période 2018-2025, donc c'est sur toute la période de production du véhicule, et ça comprend effectivement les aides au niveau du fédéral, notamment des réductions au niveau fiscal accordées à l'usine, et puis les aides en matière de formation au niveau bruxellois. Alors on a invité la FEBIAC pour venir sur ce plateau, on a invité Audi Brussels aussi, ils n'ont pas pu être des nôtres. Alors on a eu une réaction d'Agoria par rapport à cette aide. Est-ce qu'elle est trop importante ou pas? C'était la question qu'on posait à Agoria. Voici la réponse d'Agoria que vous découvrez maintenant. Et la réponse est: nous devons travailler ensemble pour nous assurer de pouvoir concurrencer avec succès les autres pays. Soyons particulièrement fiers de la coopération qui a eu lieu dans le cas d'Audi. C'est un bon exemple de la manière dont les défis du marché du travail peuvent être relevés. Ils assument totalement ce qui a été demandé par Audi. Oui, mais ça m'étonne pas. Ici, l'article ne visait pas à dire si c'était bien ou si c'était mal, c'était de refaire la séquence et de montrer que c'est comme ça que ça se passe. Dans ce genre de situation, pour remporter ce genre de marché, c'est comme ça que ça se passe. On se tourne vers les pouvoirs publics et eux sont quelque part obligés d'intervenir, de mettre la main en portefeuille et de proposer toute une série d'aides pour permettre ce genre de projet et maintenir l'emploi. On a quand même l'impression que c'est l'usine qui est la plus forte à un moment donné quand elle vient avec ses exigences par rapport au pouvoir public.
Elle a une puissance, en tout cas. Oui, on le sent, en tout cas, je dirais qu'il y a une épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête des pouvoirs publics, à savoir il faut à tout prix maintenir l'emploi, et on parle quand même de 2700 emplois directs au niveau de l'usine, plus les intérimaires, donc ça fait quand même un nombre important de travailleurs, donc forcément qu'ils vont essayer d'agir. Et par ailleurs, le projet était, je pense, un projet intéressant, notamment pour l'image de Bruxelles, et ce qui explique aussi pourquoi les pouvoirs publics, notamment bruxellois, sont montés dans l'aventure, avec toujours l'objectif d'essayer d'assurer un avenir à long terme au niveau de l'usine. Il y a des choses intéressantes que vous signalez dans l'article, c'est par exemple les congés éducation payés aux travailleurs qui sont pris en charge par la région bruxelloise pour tous les travailleurs de l'usine, alors qu'on sait que l'usine n'emploie que 12% de Bruxellois. Tout cela parce qu'on doit tenir compte dans le paiement de ces congés éducation payés du lieu d'implantation de l'entreprise et pas du lieu de résidence des travailleurs. Oui, c'est ça, c'est une bizarrerie héritée, je crois, de la dernière réforme de l'État qui fait que c'est le lieu où se situe l'usine qui assume l'ensemble des congés d'éducation payés, ce qui effectivement est un paradoxe ici, parce que l'usine se trouve sur le territoire de la région bruxelloise, mais qu'on a 12% de travailleurs bruxellois, 48% de travailleurs qui sont néerlandophones, enfin qui habitent plutôt en Flandre, et 40% en Wallonie. Donc effectivement, ce qui fait que Bruxelles, tout au long de ces discussions, a été plutôt très en avant. Très proactive, oui, effectivement. Très proactive et avait plutôt le lead dans les discussions au niveau régional. Il y a aussi des questions sur est-ce qu'avec ces aides, est-ce qu'on maintient l'emploi ? Est-ce qu'on maintient la pérennité de l'entreprise? Alors, il y a eu des déclarations politiques qui ont dit oui, on a eu des réponses formelles par rapport à ça. Et vous dites, ben non, finalement, il n'y a rien qui est dit de manière écrite dans des documents. En tout cas, ce qui est étonnant, c'est qu'en fonction des personnes à qui on parle, on a des sons de cloche différents. Entre le fédéral et les régions, on met en avant une garantie a priori sur 10 ans. Mais quand on discute, que ce soit en off ou avec des experts, notamment au niveau économique, ils disent une garantie d'emploi sur 10 ans dans ce secteur-là, ça n'a aucune valeur. Ouais. Et vous n'avez pas trouvé de traces écrites d'engagement d'Audi à maintenir l'emploi et à maintenir l'activité pendant un certain nombre d'années. Alors il y a une demande des régions, et notamment la région bruxelloise, dans une lettre d'intention qui dit on va vous soutenir, mais sous condition que vous mainteniez l'emploi sur le site pendant 10 ans. À ma connaissance, il n'y a pas eu de réponse formelle où Audi s'engage à maintenir l'emploi pendant 10 ans. Oui. Et en même temps, il y a la réponse de Didier Gozouin aussi dans votre article, le ministre bruxellois de l'Emploi. Il dit, vous savez, si on investit 600 millions d'euros dans une usine, c'est pas pour la quitter demain. Oui, c'est ça, et ça c'est une réalité aussi. Effectivement, les investissements au niveau de l'usine de Forest sont colossaux. L'usine est en pleine transformation, effectivement, et c'est ce que dit aussi la direction d'Audi, on n'est pas des fous. Si on met 600 millions d'euros dans l'usine et qu'on investit dans la transformation, c'est pour rester, c'est pas pour partir. Voilà. Après, on sait aussi que dans ce secteur-là, les choses peuvent changer très très vite. On se rappelle aussi qu'en 2004, on investissait autour du site de VW à l'époque, VW et Forêt, et que 2 ans plus tard, VW décidait quand même de fermer ses portes. Merci en tout cas pour toutes ces explications, et on renvoie donc au numéro de Médor que vous voyez là sur notre antenne. Il paraît demain. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci pour l'invitation.